Je dis souvent aussi que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc c'est d'autant plus important avec ces différentes entités produits de savoir d'où elles viennent. Parce qu'une entité produit qui a grandi dans un contexte où 80% des clients c'était des actionnaires, c'est pas du tout pareil qu'une autre entité qui a dû se battre jour et nuit pour réussir à construire sa position sur le marché. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans Product Leader Stories, édition lilloise. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ruben. Ruben qui est VP Product and Tech chez Worldline. Donc bienvenue Ruben. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Et merci pour ta disponibilité et puis pour ta présence parmi nous. Alors la première question Ruben qui est toujours la même, c'est est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es et quel est ton rôle aujourd'hui chez Worldline? Oui, tout à fait. Donc Ruben Usbomer, je suis à Worldline maintenant depuis 6 ans, toujours sur des rôles produits. Et là en ce moment, je suis VP Product and Tech sur un produit d'acceptance de paiement en magasin. En gros, quand on va en magasin, surtout dans les grands magasins aujourd'hui, Fnac, Carrefour ou autres, et qu'on paye sur un terminal de paiement, on accepte ce flux de paiement, on récupère les infos de cartes par exemple, pour pouvoir ensuite les envoyer au processeur de paiement. Donc c'est ce produit-là qui gère à peu près 10 milliards de transactions à l'année sur plusieurs pays en Europe. Ok. Et aussi bien paiement comptant que à crédit? Alors, c'est donc des paiements en magasin, donc on va retrouver les paiements classiques par carte, CB ou Visa Mastercard, mais aussi de plus en plus des moyens de paiement alternatifs. Mais aujourd'hui, la carte représente encore un grand volume de transactions. Ok, très bien. Et comment tu en es arrivé là, à ce rôle du coup de VP Product and Tech? C'est quoi ton parcours? Parce que je sais qu'en plus, tu as un parcours atypique à nous raconter. Alors c'est gentil d'utiliser le mot atypique, je dis souvent, vous pouvez utiliser le mot bizarre ou atypique, je vous laisse choisir la sémantique. Mais de manière générale, de toute façon, tous ceux qui atterrissent dans le produit ont en général des parcours un peu atypiques parce qu'il n'y a pas de formation à cette discipline. Pour ma part, c'est vraiment, je pense, l'esprit entrepreneurial qui m'a emmené jusque-là. Quand au collège, au lycée, tout se passe bien, on pousse en école d'ingénieur, hein, donc c'était parti. Je me suis dit, il y a un truc qui bug, c'est pas pour moi ce truc-là. Et donc j'ai rapidement fait de l'audiovisuel et du multimédia. Je dois faire un master en production audiovisuelle. Et en fait, en licence, j'ai un peu décroché et j'ai préféré créer ma boîte plutôt que de terminer mes études jusqu'au master. J'ai quand même eu ma licence tout juste. Et donc j'ai créé ma boîte, j'ai tourné des documentaires au Népal, à Madagascar, en Inde. Et ensuite, je suis parti sur un bateau pendant 3 ans avec 500 personnes de 50 pays différents. C'était une ONG pendant laquelle j'ai visité une trentaine de pays. D'abord au service com et marketing pour faire de l'audiovisuel et puis ensuite en tant que manager de l'équipe marketing et communication. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai intégré une maison d'édition. C'est là qu'on se dit, purée, il va pas vers le product management, c'est un peu bizarre. Mais j'ai intégré une maison d'édition et on m'a rapidement, au début à la com et au marketing, mais on m'a demandé rapidement d'en prendre la direction générale, ce que j'ai fait quelques mois plus tard. Et donc j'ai passé 7 ans environ à la direction générale d'une maison d'édition, donc à créer des livres. Et c'est là que j'ai renoué quand même un petit peu avec l'amour de l'école, puisque je suis reparti à l'EDEC à Lille pour faire un master en gestion management. Et je trouve génial, parcours génial d'ailleurs, parce qu'on est confronté à plein de domaines différents, de personnes qui ont de l'expérience aussi, donc c'était un moment génial. Et donc à la fin de ce temps-là, c'était vraiment le temps de passer à autre chose. Et il y a quelqu'un justement avec qui j'ai fait ces études qui me dit « Mais Ruben, ça t'intéresserait pas de nous rejoindre, on cherche un product manager ». Et ma première question à ce moment-là pour lui, ça a été « Mais c'est quoi un product manager ?»
J'avais aucune idée de ce que c'était. Alors après, avec le recul, je me suis rendu compte que finalement, c'est ce que je faisais au quotidien en tant que DG d'une entité, puisque je suivais le cycle de vie complet d'un produit, de A à Z, sur la partie opération, vente, commerciale, etc. Et c'était en quelle année ça? Alors ça, c'était en 2019. 2019, j'ai fait cette transition-là, donc ça fait maintenant 6 ans. Et donc je suis rentré chez Worldline à ce moment-là en tant que product manager, où le product management était encore assez balbutiant. J'avais pas forcément au-dessus de moi un CPO, une organisation produit qui me traçait la voie. Donc c'était une opération découverte un petit peu. Mais c'était ce qui rendait la chose, je pense, d'autant plus passionnant. Et c'est à ce moment-là où j'ai creusé ces sujets-là dans le domaine de la tech. Donc tous les réflexes business, quelque part, je les avais déjà. Après, c'était comprendre quels étaient les enjeux dans le monde de l'IT. Et très rapidement, on m'a fait confiance aussi sur ces sujets-là, puisque j'ai pris la responsabilité de l'équipe de product management. Ensuite, j'ai rejoint un autre produit où j'avais du product management, product marketing et pre-sales. Et en 2023, j'ai basculé sur la BU principale de Worldline, qui est les services aux marchands, donc vraiment le paiement. Et assez rapidement, j'ai pris la responsabilité d'une équipe d'environ 450 personnes sur les enjeux de paiement en e-commerce. Okay. En gros, quand je vais commander quelque chose sur mon site préféré, que j'arrive à la dernière page où il est le temps de payer, c'est nous qui fournissons toujours d'ailleurs, ces services de paiement aux marchands. Et depuis le début de l'année, j'ai basculé plutôt sur les enjeux de paiement en magasin. Okay. Donc toujours les enjeux de paiement, mais maintenant en magasin. Et à gérer notamment l'équipe produit et l'équipe tech de cette plateforme dont je parlais avant qui gère les 10 milliards de transactions. Donc c'est un enjeu important parce qu'on pourvoit en fait, on permet à l'économie européenne de fonctionner. Donc un impact très direct sur monsieur et madame tout le monde, même s'ils s'en rendent pas compte. Complètement. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que du coup, tu as vu pas mal de choses, de métiers, de pays, de cultures différentes. On dit que pour les métiers du product, notamment le rôle de product manager, l'empathie, la curiosité, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que toi, tu sens que ça t'a permis, toutes ces vies avant, est-ce que ça t'a permis de développer ça? Est-ce que tu t'en es servi dans ton rôle de product après? C'est intéressant comme question parce que je dois avouer que quand je suis arrivé à Worldline tout au début, je me suis dit mais est-ce que je vais être à la hauteur des enjeux? Parce que j'ai un certain nombre de choses que je ne connais pas. Je me souviens d'une première réunion, ça parlait en acronyme de partout, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était ma différence, c'était exactement ce qui faisait ma force dans le produit. Parce que je posais justement toutes ces questions naïves, cette posture de non-sachant, qui pour moi est vraiment importante aussi quand on pense produit. Je l'avais forcément dès le début. Donc de réussir à comprendre quels étaient les enjeux des clients, parce que ce que je dis souvent, c'est en tant que product manager, il faut toujours écouter son client, mais toujours l'écouter sur ses problèmes, mais jamais l'écouter sur les solutions. Les solutions, c'est nous qui sommes censés les apporter. Donc oui, je pense que ce que j'ai vu au début comme étant tiens, est-ce que finalement je me suis rendu compte que c'était ma force dans le product management que j'aime utiliser aujourd'hui. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'on met pas ça en avant aussi. Voilà, ce besoin, cette faculté d'être toujours en empathie et dans l'écoute. Et c'est vrai que le fait d'avoir un parcours, comme on l'a appelé là, atypique, je pense que ça force aussi le fait de l'avoir. Ouais, tout à fait, parce que le produit, l'organisation produit, la culture produit, c'est aussi un peu en réaction avec ces processus de cycle en V où on sait déjà tout ce qui va se passer par avance. Par définition, je sais, donc il faut juste faire. Alors que le produit, c'est exactement l'inverse. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans. Mon marché, il va peut-être changer. Mon entreprise, elle va peut-être changer. Les technologies vont changer. Comment est-ce que je peux en permanence rester à l'écoute de ce qui se passe, pas juste d'ailleurs chez nos clients, mais aussi sur le marché, dans les technologies, sur ma propre entreprise. Est-ce qu'il y a des pivots qui doivent se faire? Donc c'est difficile l'équilibre entre avoir une vision claire et en même temps savoir pivoter quand il le faut, parce qu'on est dans un monde qui change de plus en plus et de plus en plus vite, quoi. Ça, c'est sûr.
Et si on a créé ce format, les Product Leader Stories, c'est aussi pour mettre en avant le fait que faire du produit dans des grands groupes, dans des grandes structures, c'est pas la même chose que de le faire dans des plus petites structures comme des startups, des scale-up. Et on voit de très très belles histoires justement de product dans des plus grandes structures. Comment tu caractériserais le produit chez Worldline? C'est quoi les spécificités de ton organisation produit? Parce qu'il y a les spécificités du produit à Worldline et les miennes. Parce que Worldline est quand même une très grosse entreprise, aujourd'hui à peu près 18 000 collaborateurs, où on va retrouver de la gestion de produits pour des petits commerçants, donc les SMB, Small and Medium Businesses, et aussi des produits qui vont servir des clients très importants, des multinationales qui font plusieurs dizaines de milliards de chiffres. Et donc, les approches vont être totalement différentes. Effectivement, j'avais commencé aussi sur un produit plus B2B2C, donc très proche du client. On a fait beaucoup d'immersion, on est parti en magasin, on a fait de la discovery. Et puis là, aujourd'hui, je suis sur un enjeu où on s'adresse principalement à des très gros clients. Donc la manière de le gérer va être complètement différente. Et aussi, une des spécificités, je pense, de Worldline aussi, c'est que c'est une entreprise qui a grandi beaucoup par fusion et acquisition. Okay. Donc on va se retrouver au sein de la même entreprise avec quelque part un peu des sous-cultures différentes. Des cultures produits, des cultures tech, des cultures d'entreprise qui sont différentes si je regarde d'un côté ou si je regarde de l'autre. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un certain nombre de ces entités qui ont été rapportées au sein de Worldline pour réussir à faire quelque chose de plus pas uniforme, parce que je pense qu'il y a de la richesse d'avoir différentes cultures, mais quelque chose de plus cohérent. Ok. Ce sujet de la culture, moi j'aimerais bien qu'on puisse le creuser un petit peu plus. Comment tu fais pour pouvoir l'identifier, en fait identifier les points saillants d'une culture, surtout que tu dis que là tu as été confronté à en avoir plusieurs en fait au sein d'un même groupe. Comment tu fais pour l'identifier? Comment tu fais pour trouver les points communs en fait pour faire aller tout le monde dans la même direction? Et après comment tu peux la faire évoluer au fur et à mesure? Tout un programme, mais alors déjà effectivement, tu parlais d'empathie avant. Ouais. Je pense que ce sujet-là, il est absolument clé. Déjà pour les percevoir, il faut être à l'écoute. Ça c'est important parce que c'est parfois très facile de se dire tiens, cette personne ou ce groupe de personnes réagit de telle manière, c'est bien, c'est pas bien. C'est assez facile. Mais j'ai cette conviction profonde que quand il y a une réaction dans un système, elle a une raison d'être. Et donc c'est important d'essayer de comprendre les sous-jacents à cette réaction, qu'elle soit d'ailleurs positive, négative, constructive ou pas. Mais dans tous les cas, il y a des éléments sous-jacents qui font qu'il y a une raison pour laquelle le système ou la personne réagit de cette manière-là. Donc je pense que la clé, c'est déjà d'être à l'écoute, savoir faire preuve d'empathie. Comment est-ce que je peux rentrer dans tes chaussures? Parle-moi. Je dis souvent aussi que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc c'est d'autant plus important avec ces différentes entités produits de savoir d'où elles viennent. Parce qu'une entité produit qui a grandi dans un contexte où 80% des clients c'était des actionnaire, c'est pas du tout pareil qu'une autre entité qui a dû se battre jour et nuit pour réussir à construire sa position sur le marché. On arrive à des manières de penser qui sont très différentes pour de très bonnes raisons à chaque fois, mais c'est important de comprendre aussi ce qui a fait que l'équipe en arrive à agir ou à penser d'une certaine manière. Et agir et penser, parce que derrière la manière dont je travaille, il y a aussi des sous-jacents sur mes croyances. Et donc c'est important aussi d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a là derrière. Et est-ce qu'il y a des moments particuliers pour lesquels tu peux plus facilement voir justement des points assez démonstratifs de la culture? Par exemple, est-ce que des moments de priorisation, c'est quoi les moments où tu dis tiens, ça m'a permis de voir que là c'était plutôt la culture de telle entité? Quand on parle de sujet de priorisation, il y a aussi de conviction derrière la priorisation. Donc par exemple, il y a certaines entités produits, quand on va leur demander de faire la priorisation, ils vont arriver avec beaucoup de force sur un choix dont ils sont convaincus. Et il y a d'autres entités qui vont rapidement se référer à l'équipe sales, par exemple. Tiens, là on voit déjà qu'il y a une culture produit qui est complètement différente. Okay. Une culture produit qui est parfois plus dans l'exécution de quelque chose qui vient de la part des équipes sales qui ont une maîtrise marché, et d'autres équipes produits qui se sont beaucoup plus appropriées
la responsabilité de la vision, de la roadmap du produit vis-à-vis des sales, par exemple. C'est un des exemples assez classiques qui revient souvent. Effectivement, je vois bien, en fonction de différentes entités, quelles sont les différences que tu peux avoir, notamment sur le sujet de priorisation. Certaines organisations qui se reposent beaucoup sur la data, les insights clients, etc. pour décider. D'autres où c'est avant tout la conviction de certaines personnes assez clés dans l'organisation. Donc effectivement, il y a des belles différences comme ça. Oui, c'est intéressant aussi de travailler avec des cultures plutôt d'ingénieurs où on va essayer d'être beaucoup dans le rationnel. Et puis après, il y a d'autres cultures aussi où ça peut être la personne qui parle le plus fort sera celle qu'on va écouter le plus. Donc de réussir à prendre le meilleur un petit peu des deux mondes, la conviction d'un côté, la data de l'autre, et réussir à mixer tout ça pour en faire une vraie culture produit, je trouve ça passionnant. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres moments assez clés pour lesquels tu peux voir la culture ou d'autres choses assez spécifiques que toi tu as pu voir? Sur la mise en place des OKR par exemple. Okay. Ça c'est aussi un moment plein de belles surprises. La mise en place des OKR, c'est pas quelque chose de facile parce que ça adresse des croyances fondamentales et une culture. Comment on développe un produit sur la valeur, sur la feature. Donc quand on met en place, et c'est effectivement une des transformations que j'ai mis en place à un moment donné, que j'ai mis en place avec mes collègues d'autres entités produits, je dis souvent dans la vie, on réussit ou on apprend. Bon, sur ce coup-là, on a réussi quelques trucs, puis on a appris un tas d'autres choses. Donc ça c'est un élément intéressant, par exemple, quand on se dit, quel est mon objectif sur Squad, par exemple, quel va être mon objectif? Et on voit aussi une partie de la population qui va retraduire une roadmap déjà existante en objectif, et d'autres qui vont avoir plus ce réflexe de dire, ah oui, c'est vrai, quelle est la valeur que je veux apporter et quel impact ça va avoir sur ma roadmap. Évidemment, c'est normalement comme ça qu'on veut voir les OKR. Puis après, il y a les sujets d'alignement et de transparence aussi, parce qu'un OKR, c'est très bien dans les équipes produits, mais ça doit imprégner l'ensemble de l'organisation, pas juste les équipes produits, parce que quand on parle d'ambition, de chiffre de croissance, etc., il doit y avoir forcément un alignement hyper fort avec les sales. Et donc, c'est aussi des éléments, des moments un peu clés où on se rend compte, est-ce qu'il y a déjà un alignement qui se fait mais il est informel, ou est-ce qu'au contraire, ça met en avant les silos qu'on doit apprendre à désiloter. Donc voilà, c'est la priorisation, les OKR, ça c'est des sujets passionnants. Et puis je trouve que l'orientation résultat qui est nécessaire pour les OKR, sur le fait de toujours penser quel est le grand indicateur que je vais faire bouger, c'est quoi le grand résultat que je veux avoir par rapport, plutôt que de penser action, ça c'est pareil en fonction de la culture de l'entreprise. On se rend compte qu'il y a certaines entreprises pour lesquelles c'est très difficile de ne pas penser projet, chantier, action que je veux mettre en place, plutôt que résultat. Exactement. Penser valeur, ça fait partie des fondamentaux du produit. Ouais. Quelle est la valeur que j'aimerais délivrer? La roadmap ne reste qu'un outil pour aller délivrer cette valeur-là. Mais après, pour être tout à fait fair aussi, quand on parlait des spécificités de Worldline, Worldline travaille sur le paiement. Le paiement, c'est aussi un environnement très réglementé avec des sujets de compliance qui sont assez forts. Et parfois c'est difficile aussi de se dire tiens, on doit travailler sur des sujets de compliance, mais en même temps il faut penser valeur. Et parfois on a l'impression que c'est un peu contradictoire. Donc c'est important de prendre ça en compte aussi, de se dire on a des sujets de compliance, on ne peut pas tourner autour du pot, mais on veut quand même garder à l'esprit la valeur que je veux délivrer à travers ça, pour pas que ça devienne juste une habitude de dire je connais ma roadmap parce que je connais les sujets de compliance, donc on va simplement délivrer, quoi. Donc c'est une vigilance à apporter en permanence parce que les équipes ont besoin de délivrer de la compliance et c'est important. Il faut les laisser faire et à la fois on veut continuer à réfléchir valeur. Et par rapport au sujet de la compliance, est-ce que la prise de risque c'est aussi un élément assez clé de la culture, parce que j'imagine que par rapport à la compliance, surtout sur ton secteur, tu dois avoir certains acteurs qui veulent exactement limite aller plus loin que ce que la loi dit pour être sûr qu'ils sont en compliance, et d'autres qui vont prendre un peu plus de liberté, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est crucial, qui est vraiment hyper important. Parce que on peut pas se permettre de jouer avec ça. Donc évidemment, il y a toujours une notion de risque, parce que parfois il y a des sujets de compliance sur lesquels on peut se permettre de prendre un risque parce qu'il faudrait le faire,
mais en même temps, par exemple, on a des obligations aussi vis-à-vis des schemes internationaux qui vont se dire, bah, allez, vous le faites vraiment, ou alors il y aura des pénalités, on peut jouer avec. Mais après, il y a la compliance réglementaire où là, on n'y coupe pas, quoi. Enfin, on n'a pas la liberté en tant qu'acteur industriel numéro 1 du paiement en Europe de prendre des libertés avec ça. Alors que effectivement certaines plus petites structures, certaines startups ou fintech plus petites n'ont pas la même exposition et peuvent parfois se permettre de prendre quelques raccourcis. Je ne vais pas citer des exemples, mais évidemment il y en a sur lesquels on était confrontés. On se dit, mince, si on applique la règle à la lettre, on ne peut pas se permettre d'aller dans telle direction. Mais on sait très bien que nos concurrents le font. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est important de tenir droit dans nos bottes et de dire, on va faire ce qui est juste. Ça va nous prendre un peu de temps, peut-être nous donner un certain désavantage, mais en termes de confiance, c'est absolument crucial, surtout avec un acteur industriel de cette taille. Ouais, je comprends. Et donc c'est intéressant parce qu'on a soulevé plusieurs éléments de la culture qu'on peut voir comme ça apparaître. Une fois que tu l'as bien identifié, comment tu fais pour, à la fois, du coup, quand il y a plusieurs cultures différentes, comment tu fais pour arriver à quelque chose, on va dire un socle commun, et comment tu fais pour la faire évoluer, parce que je pense qu'on peut pas la changer du jour au lendemain, mais comment tu fais pour la faire évoluer progressivement? C'est la question à 1 million d'euros, parce que si on avait une baguette magique, on le ferait tous. Mais effectivement, je pense déjà une des premières choses à se rendre compte, c'est qu'une culture, le changement d'une culture, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on a décidé d'afficher des nouvelles valeurs que tout d'un coup, la culture, elle change. Ça, c'est une première chose importante. Une autre chose importante, c'est que la conduite du changement, elle doit être intégrée à nos pratiques. Donc, conduire le changement, c'est l'accompagner. On parlait avant d'empathie et autres. C'est aussi pour ça que récemment, j'ai fait un cursus de coaching professionnel. Donc, je suis certifié coach maintenant, parce que le coaching, c'est pouvoir redonner au coaché, au client, la capacité de changer. Le changement, c'est pas moi qui le décrète, il va falloir que j'embarque avec moi des gens qui choisissent de rentrer dans le changement. Et donc cette posture de non-sachant, cette posture d'accompagnement, cette posture d'écoute et de non-jugement et de droit à l'erreur, ça fait partie des fondamentaux sans quoi la culture, elle va pas forcément changer. Je me souviens par exemple d'un call qu'on avait eu avec un certain nombre de product managers où il fallait qu'on puisse mettre en avant le fait qu'on a besoin de plus en plus de penser vraiment end-to-end. D'être capable en tant que product manager de m'intéresser à mon produit, mais pas juste à la feature que je délivre, mais comment est-ce que j'onboard mon client, comment est-ce que je le vends, comment est-ce que je gère le customer service, etc. Ce sont d'autres équipes qui vont gérer tout ça, mais le product manager, il doit avoir une vue sur l'ensemble du cycle de vie, la feature de son produit. Et je sentais bien qu'il y avait sur certains enjeux un peu cette crainte de se dire, bah, ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, ça va être moi qui va être pointé du doigt parce qu'il y a un truc manquant? Donc une des choses que j'explique très clairement, c'est je cherche pas des coupables. Je cherche des gens qui sont en mesure de faire la différence. Et pour ça, il doit y avoir le droit à l'erreur. C'est un chemin d'apprentissage sur lequel on est tous embarqués. Et vous l'êtes tout autant que moi. On va l'apprendre ensemble. Et c'est vrai que je sentais dans cette réunion tout de suite une forme de ouf et une transformation de je suis orienté problème à je suis orienté solution. Ben oui, je pense qu'on a tous envie d'avoir cette vision 360, de faire la différence sur notre produit, de s'assurer qu'il se vend. J'aimerais juste m'assurer que à la fois j'ai les moyens, le mandat et aussi le droit à l'erreur parce que ça va être un chemin d'apprentissage. Donc comment est-ce que je mets en place le mandat? Ça demande d'avoir une vraie communication à l'échelle de l'organisation. Le product manager a comme mandat de challenger l'ensemble des parties prenantes. Et ça, il faut que ce soit clair, pas juste pour le product manager, mais pour l'ensemble de l'organisation. Il faut que j'ai le mandat, il faut que j'ai le droit à l'erreur. Bah, tu t'es planté là-dessus, qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce qu'on va réussir à faire mieux? Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Donc voilà, ça fait partie de ces éléments qui sont là pour transformer cette culture, et puis beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, et surtout beaucoup d'écoute. Parce que parfois il y a des freins qui, je pense, sont légitimes. Et parfois on les
on les loupe. J'avais pas vu ce frein-là parce que je connais pas assez cette culture. Mais la personne qui connaît mieux la culture de son produit, c'est la personne qui y a été pendant 5 ou 10 ans. Donc prendre le temps de lever les freins, de faire parler les gens pour qu'ils puissent exprimer leurs craintes, leurs doutes, là où ça va aller, là où ça va pas aller, pour pouvoir les intégrer aussi dans la conduite du changement. Parce que, voilà, je répète, mais le changement, ça se décrète pas, quoi. Non, c'est clair. Ok, bah c'est intéressant, c'est une bonne piste. Est-ce que t'as eu des moments comme ça où tu t'es dit ah là j'ai réussi à faire évoluer la culture, tu vois, des victoires comme ça que t'as pu avoir, tu te dis ah là vraiment il y a 1 an de ça, il y a 2 ans de ça, j'aurais jamais entendu ça de la part des équipes. J'ai peut-être un peu triché sur la question parce que, enfin, je vais pas tricher dessus, mais je pense à un élément qui était particulièrement marquant pour moi, c'est quand à un moment donné, sur les enjeux, quand j'étais plutôt sur l'e-commerce, on avait comme enjeu d'équiper d'avoir des équipes en Inde. Et là, il y avait forcément cette crainte de se dire, ah ben mince, on repart sur de la sous-traitance, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Enfin, il y a forcément des freins totalement légitimes. Parce qu'il n'y a pas que eu des expérimentations positives, de se dire on va travailler au-delà de l'Inde en particulier, c'est de travailler avec un autre pays, une autre culture, une autre langue, comment ça va se passer, on est loin, etc. Et quand je dis je triche un peu sur la question, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir 40 personnes qu'on a pu recruter from scratch pour monter une partie de l'organisation produit là-bas. Donc ça veut dire une grande exigence sur le recrutement. Je me souviens au début ça avait du mal à prendre parce qu'en fait on disait non à un tas de personnes parce qu'on attendait d'avoir non seulement les compétences techniques qu'il fallait mais aussi le mindset produit. Ouais. Et ça nous a pris du temps, mais quand on est tombé dessus d'accord avec nos relais locaux qui nous aidaient dans le recrutement, à la fin ça allait beaucoup plus vite et en fait on a des gens qui pensaient produit dès le début sur un fonctionnement DevOps qui était quand même assez mature. Donc, en gros, ce que je développe, je l'opère derrière et donc je vais jusqu'au bout de mon développement en termes qualitatifs aussi. On a pris le temps d'aller les voir, de passer du temps ensemble, de parler de la vision, de parler de là où on veut aller, de parler du marché, de parler des enjeux globaux pour qu'ils embarquent l'histoire. Puis au final, on se retrouve 1 an et demi après où c'est vraiment une greffe qui a pris, ça a marché et on se retrouve avec des équipes qui délivrent aujourd'hui de la valeur et qui deviennent presque une forme de modèle pour le reste de l'organisation parce que ça a marché. Et donc ça aussi a un impact positif sur le reste des équipes qui voient ça et qui disent « Ah mais voilà comment on peut fonctionner ». Donc la transformation de l'organisation, j'aime beaucoup cette expression, c'est les gens ont besoin de people need to know what good looks like. Ce qui est bon, ça ressemble à quoi. Et je pense que c'est important dans toutes les cultures de relever toujours les victoires pour qu'on puisse se dire ah ouais c'est ça qu'on veut viser. Maintenant je comprends et on y va. Et donc par exemple de travailler avec ces équipes-là, ça a été une source d'inspiration de dire ah tiens c'est comme ça qu'on veut fonctionner, super. Et même dans toute la préparation pour les onboarder, ça a été aussi l'occasion de nous-mêmes nous poser des questions. Comment est-ce qu'on veut le faire de la meilleure des manières, quoi. Et ce que je retire de ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a là je vois 2 ingrédients qui sont intéressants aussi pour faire pas changer mais pour faire évoluer une culture. Il y a la notion d'exemple, ce fait d'avoir justement des exemples à montrer, le fait que des fois faire différemment ça fonctionne aussi dans l'entreprise. Et deuxième chose, c'est le fait de faire des recrutements, parfois de faire des recrutements externes de personnes qui ont un mindset peut-être un petit peu différent de la culture aujourd'hui, mais qui va permettre de faire infuser en fait peut-être la cible de culture que tu as en tête. Exactement, ça pour moi c'est capital. Mais dans tout ça, il y a un sous-jacent qui est crucial. C'est le fait, quand on parle de montrer des succès par exemple, ou d'avoir quelqu'un qui rejoint, c'est pas en opposition avec ce qui n'est pas bien. C'est pour illustrer ce que l'on veut faire. Parce que dans les organisations, il y a parfois cette tendance un peu facile de se dire ah mais ce qui est là c'est pas bien, il faut que ce soit différent. Je pense que c'est pas la meilleure manière d'embarquer les gens dans la transformation. Moi j'aime bien dire, et c'est le cas par exemple sur le produit auquel je suis aujourd'hui, c'est le produit que l'on a, la manière dont on travaillait, ça a été excellent. 2015, 2017, 2018, c'était génial. Aujourd'hui, on est dans un autre paradigme. Comment est-ce que je peux prendre des gens qui ont créé quelque chose de génial
et les emmener dans un autre paradigme. Ça change complètement la chose, plutôt que de leur dire c'est pas bien ce qui a été fait. Non, mais c'était très bien, c'était super pour l'époque en plus. Mais là aujourd'hui, on est dans un paradigme différent. Donc comment est-ce que je peux relever aussi tout ce qui a été bien fait par mes prédécesseurs, surtout quand j'arrive dans un nouveau domaine, qu'est-ce qui a été bien fait, quelles sont les forces sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour rentrer dans ce nouveau paradigme, tous ensemble. Ok, très bien. Bah écoute, ça me paraît en tout cas donner pas mal de pistes différentes sur comment faire. Et pour rebondir là-dessus et aussi pour rebondir sur quelque chose qu'on a dit en tout début de notre conversation, c'est que là on est quand même dans une ère où ça bouge de plus en plus. Les contextes marchés sont différents, les technologies sont différentes. Il y a vraiment plein de changements avec lesquels faire face. Est-ce que toi, tu as des convictions, tu vois des outils, des tendances passées qui permettent justement de faire face à tout ça? Ouais, ça me fait beaucoup penser à ce monde VUCA dont on parle beaucoup, volatile, uncertain, incertain, complexe, ambigu. C'est le monde d'aujourd'hui. Le changement, c'est la nouvelle norme. C'est un changement perpétuel. C'est ce à quoi on doit s'habituer, je pense. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'efficience, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais là, le fil rouge de tout ça, c'est qu'il y a du changement permanent. Et je pense que notre capacité, en tant que product leader ou même en tant que product manager ou en tant qu'organisation produit de manière générale, le succès de demain, il est dans notre capacité à nous adapter. Dans cette capacité à être à l'écoute, on parlait d'empathie avant, d'être à l'écoute et de pouvoir pivoter, s'ajuster en permanence tout en gardant cette vision claire. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup aux problématiques de coaching. C'est parce qu'elle permet, je suis personnellement convaincu que c'est une posture qui permet aux autres de s'engager. En tant que product leader, en tant que manager, en tant que product manager vis-à-vis de mes stakeholders, si j'adopte cette posture, une posture d'humilité, une posture de non sachant qui se repose sur l'expertise des autres, sur le fait aussi que l'autre a ses propres réponses pour avancer, si je m'appuie sur cette posture-là, je permets un engagement beaucoup plus fort et beaucoup plus profond des gens qui sont autour de moi. Et quand je dis autour de moi, c'est mes stakeholders, les product managers, les équipes d'ingénieurs, etc. Donc pour moi, ça c'est absolument clé pour faire face à toutes les vagues de changements qui vont arriver, liés à l'efficience ou autre. Mais ça, on a besoin d'être très au clair sur le fait que si chaque individu n'est pas engagé dans une organisation de produits, ce sera très difficile de réussir tous les changements qui ont lieu aujourd'hui. Et quand je regarde le profil un petit peu des managers avec lesquels j'aime travailler ou ceux que j'aime recruter, ce sont ces gens qui, certes, je vais simplifier un peu, mais qui ont un QI bien foutu, qui sont capables de capter rapidement les choses, qui sont capables de comprendre des enjeux complexes très vite, mais qui ont aussi ce quotient émotionnel, ce QE, qui va leur permettre de naviguer les changements. Et aujourd'hui, dans un monde VUCA, dans un monde qui change, dans un monde qui est en perpétuel changement, j'ai tendance à dire que quelqu'un qui a un QE plus haut sera plus à même d'accompagner ce changement que quelqu'un qui a un QI plus fort. Avoir un QI, avoir une capacité de comprendre les enjeux, c'est très bien dans un monde stable, dans des process qui doivent fonctionner. Et il y a encore de la place pour ça dans les organisations. Il y a parfois des choses qui doivent juste fonctionner, quoi. Ça doit marcher. Dans ce cas-là, très bien de travailler sur des sujets de déficience pure, très bien. Mais les sujets de product management, où il faut être sans arrêt à l'écoute et se transformer, je pense que notre capacité à avoir un quotient émotionnel avec tout ce que ça représente est pour moi de plus en plus important et crucial surtout pas que pour les grandes entreprises, mais en particulier. Ouais. C'est clair. Et est-ce que, et je pense que ce sera ma dernière question, est-ce que tu as un petit peu des tips de coaching qu'un product leader peut avoir avec une équipe de product manager, par exemple? Est-ce que est-ce qu'il y a des postures, est-ce qu'il y a des bonnes questions à poser à un product manager pour l'aider justement à avoir encore plus cette posture d'écoute et d'empathie pour trouver la bonne solution à un problème? Alors déjà pour moi le coaching c'est surtout une posture avant d'être des outils. Ça m'a pris du temps même pour moi-même de complètement l'intégrer, mais c'est avant tout une posture. La manière dont cette posture elle va s'illustrer,
Ça va être par exemple dans la posture de non sachant. En tant que manager d'un product manager par exemple, il est de mon devoir de me taire sur toutes les solutions que j'imagine dès qu'il arrive avec un problème. Ah, j'ai un problème, un souci, comment est-ce qu'on le gère? Attends, j'arrive, je connais, je sais. J'ai été product manager avant, je sais. Ça, c'est une des erreurs à pas commettre, par exemple. Poser des questions ouvertes. Okay. Poser des questions ouvertes. Donc à défaut versus les questions fermées où c'est du oui ou non. Des questions qui remettent en cause la posture et qui obligent la personne à se dire ah tiens, j'ai pas pensé à cette manière-là, quoi. Quelles sont les 3 options que tu vois sur ton problème? J'en avais pensé qu'une seule. Quelles pourraient être 2 autres? Et hop, ça m'oblige à devenir acteur de ma solution en tant que product manager. Donc voilà, les questions ouvertes, de pas être dans la solution directement, et l'écoute. Pas hésiter à laisser un blanc quand on sent que ça cogite un petit peu en face. Je laisse la place à l'autre pour qu'il puisse creuser un petit peu son sujet. Voilà, ça fait partie de quelques tips que je pourrais laisser. Super intéressant. Merci beaucoup Ruben pour cette discussion. Merci beaucoup à toi, merci pour les questions pertinentes et la discussion. Super intéressant, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!